Pendant que le monde fait face aux crises, à la guerre, aux pandémies, à l'effondrement financier, une poignée d'hommes riches et puissants investissent discrètement dans un coin reculé du monde. La Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas un hasard. Derrière les paysages magnifiques, ce pays est devenu un bunker à ciel ouvert pour toutes ces élites. Ce que tu vas entendre, c'est réel, c'est planifié et c'est dérangeant pour certains. Pourquoi la Nouvelle-Zélande? Eh bien, parce que ce territoire est isolé, entouré d'un océan, difficile d'accès pour les masses, mais parfait pour ceux qui veulent disparaître vite et sans bruit, politiquement stable, militairement neutre, économiquement prévisible. C'est le genre d'endroit qui demeure debout quand tout autour commence à s'écrouler. Les élites le voient comme une assurance-vie géopolitique, un coin de planète où l'on peut survivre pendant que le reste brûle. Les milliardaires de la Silicon Valley ont été parmi les premiers à flairer l'opportunité. Peter Thiel, figure de la tech, cofondateur de PayPal et investisseur influent, a obtenu la citoyenneté néo-zélandaise dans un processus tellement rapide et discret que même plusieurs responsables politiques du pays n'en savaient rien. Pourquoi lui a-t-on déroulé le tapis rouge comme ça? Parce qu'il ne veut pas seulement vivre là-bas, lui. Il voit la Nouvelle-Zélande comme un plan B, un refuge post-effondrement. Et derrière lui, une vague d'entrepreneurs, d'investisseurs, de futurologues ont suivi, tous convaincus qu'un choc mondial approche et que ce pays sera l'un des rares encore fonctionnels dans le chaos. Dans les vallées reculées, dans les terres agricoles isolées, il y a des maisons qui poussent. En surface, elles ressemblent à des chalets luxueux ou à des ranchs modernes. Mais en réalité, ce sont des bunkers souterrains perfectionnés. On parle de salles d'armes, de réserves de nourriture pour plusieurs années, de systèmes d'eau autonomes, de générateurs protégés contre les impulsions électromagnétiques, des fermes hydroponiques cachées, de communications indépendantes du réseau mondial. Certaines installations sont tellement poussées qu'on les décrit comme des villas inversées. Le vrai luxe est sous terre, invisiblement protégé. Et ça ne s'arrête pas là. Les élites achètent aussi des milliers d'hectares de terres agricoles. Pas pour faire joli, pour le contrôle. Parce que dans un monde instable, la nourriture devient le pouvoir. Les terres néo-zélandaises sont fertiles, vastes, isolées. Elles permettent l'autosuffisance. Et quand des étrangers achètent non pas une ferme, mais une vallée entière, une zone protégée ou une côte complète, ce n'est plus un investissement rendu là. C'est de la construction silencieuse d'un territoire privé. Pendant que ces achats se multiplient, le gouvernement néo-zélandais a discrètement modifié certaines lois d'immigration. Et oui, ça a eu comme résultat que les riches peuvent entrer, s'installer, obtenir la résidence beaucoup plus facilement que les citoyens ordinaires. Ben oui, pour monsieur et madame tout le monde. Ça prend des mois et des années de procédure pour un milliardaire. C'est une signature et une contribution économique. Check et check. Plusieurs juristes ont dénoncé cette dérive. La Nouvelle-Zélande est en train de devenir un refuge VIP. Oui, un club select réservé à ceux qui peuvent se payer une sortie de secours mondiale. Derrière ces investissements, il y a une idée encore beaucoup plus troublante que ça, je pense. L'anticipation, peut-être, d'un effondrement global. Les élites ont accès à des rapports, des projections et des analyses que la population ne verra jamais. Des scénarios de crise financière synchronisés, des pandémies incontrôlables, une guerre cybernétique, collapsus alimentaire, déclin énergétique, tout ce que le citoyen moyen perçoit seulement comme une possibilité très lointaine. Eux, ils semblent le préparer comme si c'était une certitude. Certains vont encore plus loin. Ils ne veulent pas seulement survivre là-bas. Ils veulent recommencer. Plusieurs projets visent à créer des micronations, des communautés privées complètement autonomes, avec leurs propres règles,
leur propre système énergétique et leurs propres lois. Une civilisation parallèle, séparée du chaos mondial, protégée derrière des kilomètres de mer et d'infrastructures secrètes. Pour eux, ce serait l'utopie technologique. Pour le reste du monde, ce serait un nouvel apartheid global. Hein? Des ingénieurs et des anciens employés qui ont participé à ces fameux projets ont laissé filtrer quelques témoignages. Certains décrivent des pièces sans fenêtres, des ascenseurs cachés, des couloirs où même les équipes de construction n'avaient pas le droit de pénétrer. Je me demande comment ils ont fait pour construire. Hein? Des salles protégées par des systèmes de décontamination, des laboratoires et des communications cryptées. Plusieurs ont été forcés de signer des ententes de confidentialité draconiennes. Les bunkers ne sont pas seulement prévus pour se cacher, d'après moi, mais pour fonctionner comme des centres opérationnels après une catastrophe mondiale. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il serait quelque chose qu'on ne sait pas? Pourquoi autant de précipitations pour acheter des terres à l'autre bout du monde? Pourquoi des structures de survie de niveau militaire? Et pourquoi des lois adaptées pour les accueillir aussi rapidement? Quand une personne riche achète une maison, oui, c'est un caprice, mais quand 10, 20, 30 milliardaires achètent des terres dans le même pays, toutes avec des installations souterraines et des plans d'autosuffisance, je pense que c'est un signal, moi. Le signal-là, il est clair. Il se prépare pour un monde que nous ne sommes pas censés voir venir, nous autres. La Nouvelle-Zélande devient alors plus qu'un pays. C'est un laboratoire à ciel ouvert. Un refuge, c'est une base arrière. Un territoire qui est choisi par ceux qui savent que l'ordre mondial est fragile et que la survie ne sera plus une question de richesse très bientôt, mais d'accès à un endroit déjà sécurisé tout près. La Nouvelle-Zélande, c'est-tu un laboratoire, coudonc, ou c'est un échappatoire? La réponse dépend de qui regarde, d'après moi. Pour les élites mondiales, ce pays n'est pas seulement un refuge. C'est un terrain d'expérimentation à ciel ouvert. Un endroit où l'on peut tester des modèles économiques alternatifs, des technologies de survie, des infrastructures autonomes, des systèmes énergétiques hors réseau et même des scénarios sociaux qui seraient impossibles à appliquer dans des pays plus peuplés. Ce n'est pas une théorie. Plusieurs groupes technologiques, financiers et stratégiques utilisent déjà la Nouvelle-Zélande comme zone pilote. Là-bas, on teste des systèmes de captation d'eau ultra efficaces, des micro-fermes robotisées, des mini-réseaux électriques indépendants, des habitations résistants aux catastrophes naturelles et des communications totalement coupées d'Internet mondial. Des technologies pensées non pas pour améliorer le confort des habitants, mais pour assurer la survie d'un petit groupe en cas de rupture globale. Ce qui est dérangeant, c'est que beaucoup de ces projets restent invisibles au public local. Certains habitants apprennent des années plus tard que les vallées autour d'eux ont été achetées par des fondations étrangères, puis clôturées, transformées en zones privées sous prétexte d'environnement, en milieu de conservation, semble-t-il, ou de recherche. Derrière ces justifications respectables, on découvre des infrastructures dont personne n'a le droit de parler. C'est donc bien privé, protéger l'environnement. La question devient alors impossible à éviter pour moi. Que prépare-t-on réellement sur ces terres isolées, là? Est-ce qu'on y construit simplement des refuges? Ou est-ce qu'on prépare le futur d'un monde que la majorité n'aura pas la chance d'atteindre? Car pendant que l'on présente la Nouvelle-Zélande au reste du monde comme une destination touristique, un pays super paisible, une carte postale vivante, quoi, les milliardaires y voient quelque chose d'autre, une sortie de secours, une arche moderne, un endroit où l'on peut se retirer pendant que la tempête frappe ailleurs, Ils ne cherchent pas à affronter la crise avec la population mondiale, non. Ils cherchent à s'en extraire. Et plus on observe leur comportement, plus une réalité s'impose. La Nouvelle-Zélande commence à ressembler à un point de fuite, un espace soigneusement préparé pour ceux qui savent que l'ordre mondial vacille, à branle dans le manche. C'est un territoire où l'on peut se reconstruire loin des conflits, loin des États, des masses et même des lois internationales. Pour eux, c'est pas juste un mythe, là, c'est un plan. C'est appuyé là, par des investissements,
par des lois adaptées, par des infrastructures secrètes, là. Il y a des alliances discrètes entre gouvernement et fortune privée. Quand des mesures aussi lourdes sont prises dans le silence, c'est rarement pour rien. Ça sonne une cloche. Et moi, la question qui me revient tout le temps, c'est pourquoi ce petit pays-là, qui est aux antipodes, devient-il soudainement le refuge idéal, hein, pour ceux qui contrôlent la technologie, la finance, la surveillance et les ressources mondiales? Est-ce qu'il se prépare quelque chose qu'on refuse de nous dire, peut-être? Nancy est suspicieuse. Est-ce que cette Nouvelle-Zélande, c'est un laboratoire destiné à tester un nouveau modèle de société? Une chose est sûre, quand les plus puissants commencent à creuser des bunkers là, dans le même coin du monde, ce n'est pas un hasard, ça c'est sûr. Il suffirait de fouiller un petit peu plus et je suis certaine qu'on trouverait autre chose. Le message est clair. Il ne compte pas rester avec nous quand ça va casser. Et plus on avance dans ce que les élites construisent là-bas, plus on se rend compte que la Nouvelle-Zélande n'est pas seulement un petit refuge là pour aller prendre des vacances. C'est une sortie de secours, c'est clair. Pensez pour se fermer derrière eux aussitôt qu'ils vont arriver. Là. Plus qu'on fouille et plus qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Oui, les infrastructures qu'ils bâtissent ne sont pas conçues pour accueillir du monde, ni pour soutenir un afflux massif. Elles sont calibrées pour un nombre précis de personnes, choisies à l'avance, avec des ressources calculées au litre, au kilowatt et à la graine près. C'est ça la vérité sur la Nouvelle-Zélande. C'est une échappatoire pour une caste là, de riches. Quand on regarde les achats récents, les permis spéciaux, les exemptions légales, les terrains achetés sous des compagnies inconnues et même les constructions qui ne figurent sur aucun registre officiel, on comprend que tout ça, ce n'est pas improvisé. C'est une stratégie, qui n'a pas été pensée l'année passée, ça c'est sûr, ni même il y a 5 ans. On retrouve des traces de ces plans dans les années 2000 déjà, quand les premiers géants là, de la tech ont commencé à parler d'un safe haven, d'un havre de paix là, protégé pour survivre après un effondrement. Ils ne prédisaient pas l'avenir. Je pense qu'ils s'y préparaient pas mal. C'est un échappatoire non seulement physique, mais aussi politique. La Nouvelle-Zélande a ce profil très rare, assez petite pour être contrôlable, assez riche pour attirer les investisseurs, assez isolée pour ne pas être envahi et suffisamment neutre pour rester en dehors des conflits mondiaux. Allez faire vos petites recherches, vous allez voir. C'est un pays où l'élite peut influencer les lois sans attirer le regard du reste de la planète. La preuve, plusieurs changements législatifs favorables aux ultra-riches sont passés sous le radar, pendant que les citoyens ne voyaient qu'une région paisible au loin. Pendant ce temps-là, les élites ne font pas que se préparer à fuir eux autres. Oh non, ils se préparent à recommencer ailleurs, une société parallèle, pensée pour fonctionner longtemps après que l'ordre mondial traditionnel aura cessé d'exister. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.